J'ai traversé seul la scène de la remise des diplômes pendant que mes parents organisaient une fête de la finale de la Coupe d'Europe. J'ai pleuré sur le parking, puis j'ai réservé un billet aller simple qui a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans, et la semaine dernière j'ai pris un vol sans retour pour l'Allemagne afin de commencer une vie dont ma famille n'a rien su jusqu'au tout dernier moment. 3 semaines avant ce vol, j'ai traversé la scène de ma remise de diplôme universitaire complètement seul. Pendant que je recevais mon diplôme avec les félicitations du jury devant des milliers d'étrangers, mes parents organisaient une fête de la finale de la Coupe d'Europe avec 50 invités à la maison. Les sièges réservés à ma famille étaient vides. Je me suis assise sur un parking après et j'ai pleuré jusqu'à ce que je n'en puisse plus respirer. Mais caché dans ma toche de diplômé, il y avait une lettre. Une lettre que je n'avais pas encore ouverte. Cette lettre a tout changé. 6 semaines avant la remise des diplômes, j'étais assise en tailleur sur mon lit de chambre universitaire, le téléphone pressé contre mon oreille. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude parce que j'étais sur le point de demander à mes parents quelque chose que je n'avais jamais demandé auparavant. « Maman, je voulais confirmer la date », dis-je. La remise de diplôme est le 9 février, à 14 h. Le silence s'étire à travers la ligne. J'entends la télévision de mon père hurler en arrière-plan. Des commentaires sportifs. « Ma chérie », dit finalement maman, sa voix prudente. « Tu sais quel jour c'est, n'est-ce pas ? » Je sais. Bien sûr que je sais. Le dimanche de la finale de la Coupe d'Europe, je réponds. Mais la cérémonie ne dure que 2 heures. Le stade est à 40 minutes de la maison. Vous pourriez être de retour avant la mi-temps. Plus de silence. Puis la voix de papa intervient. Il a dû prendre le téléphone. Héloïse, Antoine a des invités importants qui viennent ce jour-là. Il y a un recruteur de la Ligue 1. Cela pourrait être sa grande chance. Ma poitrine se serre. Antoine, toujours Antoine. Papa, j'obtiens mon diplôme avec mention. J'ai travaillé pour cela pendant 4 ans, et nous sommes fiers de toi. Maman intervient à nouveau. Son ton, la douceur forcée que j'ai entendue 1000 fois. Mes chéris, les remises de diplôme ont lieu chaque année. La finale de la Coupe d'Europe ne vient qu'une fois. J'ai envie de crier. J'ai envie de leur rappeler que j'ai travaillé 3 emplois pour payer ce diplôme pendant qu'ils achetaient une voiture neuve à Antoine, lui engageaient un entraîneur personnel, le faisaient voler pour des essais à travers le pays. Mais je ne le fais pas. J'ai appris que crier ne change rien dans cette famille. Je comprends, je murmure. Bonne fille. Nous fêterons cela plus tard. D'accord. Envoie-nous des photos. La ligne se coupe. Je reste assise là, téléphone toujours à la main, et je réalise quelque chose. Pas une seule fois ils n'ont demandé quelle mention j'avais reçue. Pas une seule fois ils n'ont demandé si j'étais excité. Pas une seule fois ils n'ont demandé si j'avais besoin de quelque chose. Pour eux, ma remise de diplôme n'était qu'un mardi ordinaire. Je devrais expliquer comment nous en sommes arrivés là. Il y a 4 ans, quand j'avais 18 ans, j'ai reçu ma lettre d'acceptation universitaire avec une bourse partielle. J'ai couru en bas, l'agitant comme un ticket d'or. Maman, papa, je suis accepté avec une bourse. Papa a à peine levé les yeux de son ordinateur portable. C'est bien, ma chérie. Mais nous devons parler d'argent. Ce qui a suivi fut une conversation qui a tout façonné. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer ton école, dit papa platement. Antoine a besoin d'un entraînement spécialisé cette année. Son coach dit qu'il a un réel potentiel. La bourse couvre 60%. Héloïse. La main de maman a trouvé mon épaule. Son toucher doux mais ferme. Tu as toujours été si indépendante. Antoine a besoin de plus de soutien. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai parfaitement compris. À partir de ce jour, je suis devenu un fantôme dans ma propre famille. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver. J'ai travaillé comme barista à 6 heures du matin, assistante d'enseignement à midi, et tutrice jusqu'à minuit. J'ai mangé des nouilles instantanées 5 jours par semaine pour économiser de l'argent. Ma moyenne est montée à 3,9 tandis que mon compte bancaire oscillait près de 0. Pendant ce temps, Antoine a reçu une Audi neuve pour son 19e anniversaire. Pour aller à l'entraînement, expliqua maman. Antoine a eu un nutritionniste personnel.
Les athlètes ont besoin d'un carburant adéquat, insista papa. Antoine a voyagé en première classe vers des camps d'entraînement à travers le pays. Des investissements dans son avenir, appelait-il cela. En 4 ans d'université, je suis rentré à la maison exactement 6 fois. Chaque visite était la même. Aider maman à cuisiner pour les amis d'Antoine, entendre parler des matchs d'Antoine, regarder Antoine ouvrir des cadeaux pendant que j'étais assise dans le coin. Pas une seule fois personne n'a posé de questions sur mon mémoire sur l'inégalité sociale. Pas une seule fois personne n'a posé de questions sur mon classement au tableau d'honneur. Mais il y avait une personne qui me remarquait. Une professeure qui allait changer ma vie. Je ne le savais pas encore. La nuit après cet appel téléphonique, je compose un autre numéro. La seule personne qui ne m'a jamais fait me sentir invisible. Mamie Geneviève. Héloïse, ma chérie. Sa voix m'enveloppe comme une couverture chaude. À 80 ans, ma grand-mère semble toujours plus vive que la plupart des gens de la moitié de son âge. 30 ans d'enseignement du français au lycée font cela. J'ai entendu parler de tes parents, dit-elle avant que je ne puisse expliquer. Ta mère m'a appelé, a essayé de justifier cela. Et je lui ai dit qu'elle faisait une terrible erreur. Mamie Geneviève ne mâche jamais ses mots, mais tu connais ta mère. Elle pense que le soleil se lève et se couche sur ce football. Je ris malgré moi. C'est un son amer. Mamie, je ne sais pas si je peux faire cela seule. Tu n'es pas seule. Sa voix devient féroce. Je serai là, Héloïse. Même si je dois ramper, je serai dans cette audience. Ma gorge se serre. Mamie Geneviève vit à 2 heures de là. Elle a de mauvais genoux. Son cœur n'est plus ce qu'il était. Et pourtant, elle est prête à faire le trajet que mes parents ne feront pas. Tu n'as pas à le faire. Chut. Ce n'est pas négociable. Elle fait une pause. Maintenant, dis-moi la vérité. Il se passe autre chose? Tu as l'air différente. Comme si tu portais un secret. Je me fige. Comment le sait-elle toujours? Ce n'est rien, mamie. Juste nerveuse à propos de l'après-diplôme. Elle n'a pas l'air convaincue. Eh bien, quoi que ce soit, tu pourras me le dire quand tu seras prête. Rappelle-toi juste, tu n'as pas besoin de leur approbation pour briller, ma chérie. Tu n'en as jamais eu besoin. Après que nous raccrochons, je fixe le plafond. Mamie Geneviève a raison sur une chose. Je porte quelque chose. Quelque chose que je ne suis pas prête à partager avec qui que ce soit. Pas encore. Une semaine avant la remise des diplômes, je suis convoqué dans le bureau de la professeure Camille Dubois. La professeure Dubois est ma directrice de thèse depuis 2 ans, une femme aux yeux vifs dans la cinquantaine qui n'édulcore jamais rien. Elle est la seule professeure qui m'a jamais poussé à soumettre ma recherche à des revues académiques. La seule qui m'a traité comme si j'avais quelque chose qui valait la peine d'être dit. Fermez la porte, Héloïse. Elle me fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau encombré. Asseyez-vous. J'obéis, mon cœur martelant. Ai-je fait quelque chose de mal? Y a-t-il un problème avec ma thèse? Je vous observe depuis 4 ans, commence-t-elle. Vous êtes l'une des étudiantes les plus dévouées que j'ai jamais enseignées. Votre thèse sur les barrières socio-économiques dans l'éducation. C'est un travail exceptionnel. Merci, professeur Dubois, mais elle lève la main. Je n'ai pas fini. Il y a 8 mois, j'ai soumis votre nom pour quelque chose, une nomination. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Mon pouce accélère. Une nomination pourquoi? Elle tend la main vers son tiroir de bureau et en sort une enveloppe scellée. Elle est de couleur crème, lourde, d'apparence officielle. J'aperçois un logo que je ne reconnais pas immédiatement. Les résultats devraient être ici, dit-elle, en la faisant glisser vers moi. Mais ne l'ouvrez pas maintenant. Attendez après la cérémonie. Je veux que le jour de la remise des diplômes soit, elle fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Mémorable pour vous d'une manière ou d'une autre. Je prends l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle semble incroyablement légère pour quelque chose d'aussi potentiellement changeant. Qu'est-ce que c'est? La professeure Dubois sourit, une expression rare sur son visage habituellement sérieux. Disons simplement que votre travail acharné a peut-être ouvert des portes plus grandes que vous ne l'imaginiez.
Félicitations d'avance, Héloïse. Quoi qu'il arrive ensuite, vous l'avez mérité. Je glisse l'enveloppe dans ma toche de diplômé cette nuit-là et j'attends. 5 jours avant la remise des diplômes, je rentre à la maison pour récupérer de vieilles affaires de ma chambre d'enfant. Au moment où je me gare dans l'allée, je sais que quelque chose est différent. Il y a une énorme banderole tendue sur la porte du garage. Faite pour la future star de la Ligue 1, Antoine. Dimanche de la finale de la Coupe d'Europe. Je reste assise dans ma voiture pendant une minute entière à la fixer. À l'intérieur, la maison bourdonne d'activité. Maman est au téléphone pour commander la restauration. Papa installe une deuxième télévision dans le jardin. Antoine se prélasse sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme un roi inspectant son royaume. Héloïse. Maman me fait un signe de la main distraitement. Je ne savais pas que tu venais. Je prends juste quelques affaires. Je garde ma voix neutre. Grosse fête. 50 invités. Tu peux le croire? Le recruteur des Girondins amène toute sa famille. Cela pourrait être le moment d'Antoine. Antoine ne lève même pas les yeux. Salut, sœurette. J'erre vers la cuisine, observant les piles de décoration, les assiettes en forme de ballon, les bannières d'équipe, un énorme gâteau conçu avec le visage d'Antoine dessus. Avez-vous besoin d'aide? Je m'entends demander. C'est pathétique, vraiment, cette tentative désespérée d'être incluse. Maman me renvoie. Non, non, tu devrais retourner à l'école. N'as-tu pas cette cérémonie bientôt? Cette cérémonie? 4 ans de ma vie réduits à 3 mots dédaigneux. C'est dimanche, maman. 14 heures. Le même jour que ta fête. C'est vrai. C'est vrai. Elle se retourne déjà vers son téléphone. Oh, quel jour as-tu dit déjà? Je lui ai dit il y a une semaine. Je lui ai dit il y a 3 jours au téléphone. Ce n'est rien, je murmure. En sortant, je passe devant la table d'entrée. Les invitations à la fête sont empilées là, prêtes à être postées. J'en prends une. Joignez-vous à nous pour célébrer Antoine Dubois et sa famille. Mon nom n'est nulle part dessus. 22 heures. La nuit avant la remise des diplômes, je fais les 100 pas dans ma chambre universitaire, téléphone à la main, rassemblant du courage. Je ne suis pas sûr d'en avoir. Une dernière tentative. C'est ce que je n'arrête pas de me dire. Une dernière chance pour eux de se montrer. Je compose le numéro de la maison. Le bruit me frappe immédiatement. Rire, tintement de verre, musique. Il fête déjà. Une préfète pour la préfète. Allô. La voix de maman est légère, Guillerette. Je peux dire qu'elle a bu. Maman, c'est Héloïse. Chérie, attends. Je l'entends crier à quelqu'un. C'est ma fille, celle qui obtient son diplôme demain. Au moins, elle s'en est souvenue. Maman, je voulais te dire quelque chose. Ma voix tremble. J'obtiens mon diplôme avec les félicitations du jury et j'ai été choisi pour donner le discours du représentant étudiant. Silence. Pendant un battement de cœur plein d'espoir, je pense qu'elle est en train de traiter l'ampleur de cela. Représentante étudiante sur 3000 diplômés. Oh, c'est merveilleux, ma puce. Attends. Sa voix s'éloigne. Richard, le recruteur d'Antoine vient d'envoyer un message. Il amène 3 personnes supplémentaires. Maman. Elle revient, distraite. Désolé, chérie. Que disais-tu? Quelque chose à propos d'un discours. J'ai été sélectionnée pour parler à la remise des diplômes en tant que représentante étudiante. C'est gentil, ma chérie. Écoute, je dois appeler le traiteur. Maman, s'il te plaît. C'est important pour moi. La voix de papa tonne en arrière-plan. Qui est au téléphone? Dis-leur de rappeler. Nous sommes occupés. Héloïse, chérie, je te rappelle demain. D'accord. Je t'aime. Bip bip bip. Elle a raccroché. Je m'assois sur le bord de mon lit, fixant la toche de diplômé accrochée à la porte de mon placard. L'enveloppe de la professeure Dubois est glissée dans la poche intérieure. Je ne l'ai pas ouverte. D'une manière ou d'une autre,
c'est la seule chose dans ma vie en ce moment qui pourrait encore contenir de la possibilité. Demain, je marche seul, mais peut-être que je marcherai vers quelque chose de plus grand qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Dimanche de la finale de la Coupe d'Europe, 6 heures du matin. Je me réveille avant mon réveil, fixant la lumière pâle de l'hiver qui s'insinue par la fenêtre de ma chambre universitaire. Aujourd'hui devrait être mémorable, l'aboutissement de 4 années de sacrifices, de nuits blanches et de larmes silencieuses. Au lieu de cela, cela semble vide. Je me douche. Je me coiffe soigneusement. Je mets la robe que j'ai achetée dans une friperie pour 12 €. Bleu marine, simple, la plus belle chose que je possède. Puis je prends ma toge de diplômé de son cintre et je l'enfile. Le tissu est plus lourd que prévu. Ou peut-être n'est-ce que le poids de tout le reste. Mon téléphone vibre. Je l'attrape trop vite, me détestant d'espérer. Antoine, bonne chance aujourd'hui, Serette. Envoyé à 2h47 du matin. Il était probablement ivre. Rien de maman. Rien de papa. Puis un autre bip. Mamie Geneviève, en route, ma chérie. Il y a beaucoup de circulation, mais je serai là. Je suis si fier de toi. Je pourrais éclater. Je souris pour la première fois de la matinée. J'appuie ma main contre ma toge, sentant le contour de l'enveloppe de la professeure Dubois dans la poche intérieure. Toujours scellée, toujours en attente. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, bonne ou mauvaise nouvelle, j'ai décidé que cela appartient à aujourd'hui, pas aux déceptions d'hier, pas aux incertitudes de demain. Aujourd'hui. Je prends un selfie dans le miroir, ma toque légèrement de travers, ma toge flottante, les yeux rougis, mais déterminés. Je ne sais pas à qui l'envoyer, alors je le sauvegarde simplement. L'Uber arrive à 8 heures. Je prends mes affaires, jette un dernier regard à ma chambre universitaire vide, et je pars. Grande journée, hein? Demande joyeusement le chauffeur. La famille vous y rejoindra? Je m'arrête juste une seconde de trop. Là-bas, prenant un itinéraire différent. Il n'insiste pas. Nous roulons dans un silence confortable pendant que je regarde le monde s'estomper, me portant vers une cérémonie où les seules personnes qui devraient s'en soucier le plus ne regarderont pas. Le stade est une mer de chaos et de joie. Partout où je regarde, des familles sont regroupées. Des mères ajustant les toques de leurs enfants. Des pères prenant des photos. Des grands-parents essuyant des larmes avant même le début de la cérémonie. Des ballons flottent dans le vent de février. Des pancartes faites maison déclare, félicitations, Sarah, et nous sommes si fiers de toi, Marc. Je marche à travers cet océan d'amour, cherchant la section C, rangée 12. La section de sièges familiaux a un petit panneau avec mon nom, Héloïse Dubois. Siège 4 à 7. 4 sièges. J'ai réservé 4 sièges par espoir désespéré. Les 4 sont vides. Non, attendez, pas entièrement. Sur le siège 4, il y a une écharpe tricotée familière, laine violette délavée, faite à la main avec de minuscules erreurs de couture dont mamie Geneviève riait toujours. Elle était là. Elle a réservé les sièges. Mon téléphone vibre. Mamie Geneviève, ma chérie, il y a eu un terrible accident sur l'autoroute. Des ambulances partout. Je suis coincé dans un embouteillage qui ne bouge pas. Je suis tellement désolé. J'essaie tout. S'il te plaît, ne m'attends pas. Mes doigts planent au-dessus de l'écran. Je réponds, c'est bon, mamie. Je t'aime. Ne stresse pas. Mais ce n'est pas bon. Je me détourne des sièges vides et me dirige vers la zone de rassemblement des diplômés. Autour de moi, les camarades de classe embrassent leur famille en leur disant au revoir, promettant de faire signe lorsque leurs noms seront appelés. Une fille à côté de moi pleure des larmes de joie tandis que sa mère épingle une fleur sur sa toge. Je me tiens seul, les mains jointes devant moi, regardant. Un homme dans la rangée derrière la section familiale attire mon regard. Il tient une pancarte pour quelqu'un d'autre, mais il me remarque en train de fixer mes sièges vides. Il me fait un petit signe de tête sympathique. La gentillesse d'un étranger. C'est ce que j'obtiens aujourd'hui. La musique de la procession commence. Je redresse mes épaules, touche l'enveloppe dans ma poche une fois de plus, et prends ma place dans la file. Il est temps de marcher seul. La cérémonie s'ouvre avec une vague de musique, et 3000 diplômés commencent la lente marche processionnelle dans le stade.
Je suis quelque part au milieu des noms commençant par D, avançant à petits pas avec mes pairs tandis que les flashs crépitent des gradins comme des lucioles. La voix de l'annonceur résonne à travers les haut-parleurs, accueillant les familles, reconnaissant les invités distingués, célébrant 4 années de travail acharné. Je garde les yeux devant moi. Ne regarde pas la section familiale. Ne compte pas les sièges vides, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors que nous nous installons dans nos rangées, je jette un coup d'œil vers la section C. 4 sièges vides. L'écharpe de mamie toujours drapée sur l'un d'eux. Une touche de violet solitaire dans une mère de famille en liesse. Mon téléphone vibre contre ma cuisse. Je ne devrais pas le vérifier. On nous a dit de mettre nos appareils en silencieux, mais je ne peux pas résister. C'est une notification Instagram. Antoine a posté une nouvelle story. Contre mon meilleur jugement, je l'ouvre. La vidéo remplit mon écran. Le jardin de mes parents transformé en un paradis de la Coupe d'Europe. Des serpentins aux couleurs de l'équipe. Un barbecue massif grésillant de saucisses. Papa debout au centre, bière à la main, souriant à la caméra. La fête d'avant-match est enflammée. La voix d'Antoine raconte. Allez les Bleus. La meilleure fête de la Coupe d'Europe de Bordeaux est ici. En arrière-plan, je vois maman rire avec un groupe de femmes. Elle porte un maillot d'équipe et tient une assiette d'ailes de poulet. Elle a l'air plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années. Je ferme Instagram. Mes mains tremblent. La fille à côté de moi le remarque. Ça va? Bien. Je force un sourire, juste nerveuse à propos de mon discours. Oh mon Dieu, vous êtes la représentante étudiante? C'est incroyable. Où est votre famille assise? Je leur ferai signe pour vous. Je ne réponds pas. Je pointe juste vaguement vers la section C et prie pour qu'elle ne regarde pas de trop près. Le chancelier prend le podium. La cérémonie commence officiellement. Veuillez accueillir notre représentante étudiante, Héloïse Dubois. Des applaudissements se répandent dans le stade. Je me lève sur des jambes qui ressemblent à de la gelée, lisse ma toge et commence la plus longue marche de ma vie. Le podium se profile devant, massif et intimidant. 3000 diplômés, 10 000 membres du public, et quelque part dans la section C, 4 sièges vides. J'agrippe les bords du podium, ajuste le microphone et regarde la mère de visage. Pendant un instant, je ne peux pas parler. Les mots que j'avais préparés se dissolvent dans ma gorge. Puis je la vois. Mamie Geneviève, cheveux blancs et essoufflés, se glissant dans le siège 4. Elle est arrivée. Elle est vraiment arrivée. Elle me fait un pouce levé, des larmes coulant sur son visage. Je trouve ma voix. Il y a 4 ans, je suis arrivé sur ce campus avec 2 valises et 17 € sur mon compte courant. Ma voix résonne à travers les haut-parleurs. Je n'avais pas de plan de secours. Je n'avais pas de filet de sécurité. Ce que j'avais, c'était de la détermination et la conviction que le travail acharné parlerait plus fort que les circonstances. La foule est silencieuse, attentive. Aujourd'hui, je veux parler à chaque étudiant qui a travaillé un quart de nuit avant un examen de 8 heures du matin. À tous ceux qui ont choisi les manuels plutôt que les courses, à chaque personne assise dans ces sièges qui n'avait personne dans le public pour applaudir son nom. Mes yeux trouvent mamie Geneviève. Juste elle, juste une personne. Le succès ne consiste pas à être aimé de tous. Le succès, c'est de connaître votre valeur quand personne ne regarde. Nous n'avons pas besoin de permission pour briller. Nous n'en avons jamais eu besoin. Je recule d'un battement de cœur. Rien ne se passe. Puis le stade éclate. Une standing ovation. Pas de tout le monde, mais de suffisamment de personnes. Les étudiants applaudissent. Certains pleurent. Je retourne à mon siège, les jambes tremblantes encore. Mamie Geneviève est debout, applaudissant si fort que je m'inquiète pour son cœur. Une personne. C'est tout ce qu'il faut pour se sentir vu. Les noms défilent par ordre alphabétique, une rivière sans fin d'accomplissements. Duval, Lefebvre, Thomas. Chaque nom ponctué par des cris des gradins, par des klaxons et des cloches de vaches, et le joyeux chaos des familles qui célèbrent. Puis, Héloïse Dubois, avec les félicitations du jury, mention très bien en sociologie. Je me lève. La marche vers la scène semble à la fois sans fin et instantanée.
Le chancelier me serre la main, presse le diplôme dans ma paume. Les caméras clignotent. Je me tourne pour faire face au public pour faire signe à quiconque pourrait regarder. Section C, rangée 12. Mamie Geneviève est là, debout malgré ses mauvais genoux, agitant les deux bras comme si elle dirigeait le trafic aérien. Juste elle, seulement elle. Mais ensuite, un mouvement derrière elle. L'homme que j'ai remarqué plus tôt, l'étranger avec la pancarte pour quelqu'un d'autre. Il est debout aussi. Il applaudit. Il a dû voir mes sièges vides. Il a dû comprendre. Un petit geste d'un étranger. Cela brise quelque chose dans ma poitrine. Je réponds de la main, non seulement à mamie, mais à lui aussi. À chaque personne dans ce stade qui s'est montrée pour quelqu'un qu'elle aime. En quittant la scène, j'appuie ma main contre ma toge. L'enveloppe est toujours là, toujours scellée. Mon téléphone vibre. Je le vérifie en retournant à mon siège. Une nouvelle story Instagram de maman. Postée il y a 3 minutes. Je l'ouvre. Papa fait une danse de victoire dans le jardin. Sur la télévision derrière lui, la diffusion de la Coupe d'Europe montre le coup d'envoi. Maman filme, riant si fort que la caméra tremble. Meilleure fête de la Coupe d'Europe de tous les temps. La légende indique, postée à 14h47, heure centrale, l'instant exact où j'ai reçu mon diplôme avec les félicitations du jury. Je ferme Instagram, glisse mon téléphone dans ma poche et m'assieds en silence jusqu'à la fin de la cérémonie. La cérémonie se termine par une cascade de tocs lancés vers le ciel. Je ne lance pas la mienne. Je la serre contre ma poitrine et me ferai un chemin à travers les foules en fête vers le parking. Mamie Geneviève envoie un SMS disant qu'elle se repose dans sa voiture. Le trajet et la précipitation l'ont épuisée et elle veut que je prenne mon temps. Je commande un Uber pour me rendre à elle. L'application indique 12 minutes. 12 minutes à rester seul sur un parking pendant que les familles passent. Les bras pleins de fleurs et de ballons, les voix claires de fierté. Je trouve un banc près du bord du parking et je m'assois. Autour de moi, le monde célèbre. Un père soulève sa fille sur ses épaules. Une mère épingle un corsage sur la toge de son fils. Deux grands-parents déploient une bannière. Notre petite fille est maintenant docteur. Les larmes viennent sans prévenir. Pas des larmes douces, pas des larmes dignes. Je parle du genre de pleurs qui vous plie en deux, qui vous coupe le souffle, qui fait trembler tout votre corps. 4 ans de solitude, 4 ans d'être la fille invisible. 4 ans d'Antoine a besoin de plus et Héloïse peut se débrouiller. Tout inonde dans un parking vide le dimanche de la finale de la Coupe d'Europe. Mon Uber arrive. La conductrice, une femme au visage aimable dans la quarantaine, me regarde et me tend un paquet de mouchoirs sans un mot. Journée difficile? Je veux rire. Au lieu de cela, je hoche juste la tête. Problème de famille. Je hoche la tête à nouveau. Elle n'insiste pas. Elle conduit simplement, me laissant pleurer sur son siège arrière pendant que les fêtes de remise de diplôme fleurissent à travers la ville. Après quelques minutes, je plonge la main dans ma toge, mes doigts trouvant l'enveloppe. Elle est toujours là, toujours scellée. Quoi qu'il y ait à l'intérieur, il est temps de le découvrir. Je glisse mon doigt sous le rabat et la déchire. Le papier est épais, officiel, avec un logo que je reconnais maintenant, le programme Leonardo. Mes mains tremblent en dépliant la lettre. Chère mademoiselle Dubois, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme boursière Leonardo pour l'année universitaire 2024 à 2025. Votre proposition de recherche sur les barrières socio-économiques et l'accès à l'éducation a été choisie pour un financement à l'université de Tübingen, en Allemagne. Cette bourse comprend les frais de scolarité complets, une allocation de subsistance mensuelle, des indemnités de voyage et un poste d'assistante de recherche dans l'une des principales institutions d'Europe. La valeur totale de votre bourse dépasse 100 000 €. Félicitations. Sur plus de 10 000 candidats cette année, vous faites partie des 800 choisis dans le monde entier. Je le lis 3 fois. Puis une 4e. Leonardo, Tübingen, Allemagne. 100 000 €. La professeure Dubois m'a nommé il y a 8 mois. Elle n'a jamais dit un mot. Elle voulait que ce soit une surprise, un cadeau pour la fille dont la famille n'est jamais venue. La conductrice d'Uber jette un coup d'œil dans son rétroviseur. Bonne nouvelle? Je lève les yeux, les larmes coulant toujours,
mais autre chose se mélange maintenant. Quelque chose qui se sent dangereusement proche de l'espoir. Je crois que oui, je murmure. Je crois que ma vie vient de changer. Elle sourit. Eh bien, félicitations alors, ma chérie. Quoi que ce soit. Je serre la lettre contre ma poitrine, regardant les banlieues de Bordeaux s'estomper devant ma fenêtre. Quelque part à travers cette ville, mes parents mangent des ailes de poulet et encouragent un match de football. Ils n'ont aucune idée que leur fille oubliée vient de recevoir l'une des distinctions académiques les plus prestigieuses au monde. Et pour la première fois en 4 ans, je ne veux pas leur dire, pas encore. Parce que je commence à réaliser quelque chose. Je n'ai pas besoin qu'ils voient ma valeur pour qu'elle soit réelle. J'ai juste besoin de la voir moi-même. La voiture de mamie Geneviève est garée au bord du parking. Je la trouve allongée sur le siège du conducteur, les yeux fermés, cette écharpe violette familière drapée sur ses genoux. Je frappe à la fenêtre et elle se réveille en sursaut, puis éclate dans le plus grand sourire que j'ai vu depuis des années. Ma brillante fille. Elle tâtonne avec la porte, se débat pour sortir de la voiture et me tire dans une étreinte si serrée que je peux à peine respirer. Je suis arrivé. J'étais coincé derrière cet accident pendant 2 heures, mais je suis arrivé. Je sais. Je t'ai vu. Je la serre en retour tout aussi férocement. Tu étais la seule. Elle recule, étudie mon visage avec ses yeux vifs qui ne manquent rien. Tu as pleuré. Et elle penche la tête. Autre chose. Tu es différente. Que s'est-il passé? Je ne peux rien lui cacher. Je n'ai jamais pu. Sans un mot, je lui tends la lettre. Elle la lit lentement, les lèvres bougeant silencieusement. Je regarde son expression changer. Confusion, puis reconnaissance, puis incrédulité. Héloïse Marie Dubois. Sa voix se fissure. Est-ce réel? C'est réel, mamie. Elle se rassoit lourdement, une main pressée contre sa poitrine. Pendant un moment terrifiant, je pense que je lui ai donné une crise cardiaque. Puis elle rit, un rire plein, joyeux, larmoyant qui résonne à travers le parking vide. Ma petite fille, Boursière Leonardo. Elle lève les yeux vers moi, les yeux brillants. Tes parents sont au courant? Non. Bien. Le mot sort féroce, me surprenant. Ne leur dis pas. Pas encore, mamie. Elle prend ma main. C'est mon anniversaire dans 3 semaines. Toute la famille sera là. Laisse-moi gérer cela. Laisse-les voir ce qu'ils ont ignoré toutes ces années devant tout le monde. J'hésite. Je ne veux pas faire de scène. Ce n'est pas une scène, ma chérie. Sa prise se resserre. C'est une reddition de compte. Les 3 semaines suivantes se passent dans une sorte de silence étrange. Je retourne au campus pour finir de faire mes cartons. Je commence les démarches pour mon visa allemand. J'envoie un email à la professeure Dubois, des remerciements si pleins de gratitude que je dois le réécrire 4 fois parce que je continue de pleurer sur mon clavier. Elle me répond, j'ai toujours su que vous aviez cela en vous. Maintenant, allez le montrer au monde. Maman appelle exactement une semaine après la remise des diplômes. Héloïse, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Est-ce que tout s'est bien passé à ta cérémonie? Cérémonie? J'ai cessé d'être blessé par cela. Je suis passé à une acceptation engourdie. Ça s'est bien passé, maman. Bien. Bien. Oh, l'essai d'Antoine a été reporté. Le recruteur veut qu'il vienne à Lyon le mois prochain. N'est-ce pas excitant? Très excitant. Tu devrais rentrer à la maison et fêter ça avec nous. En fait, je suis assez occupé. Des entretiens d'embauche et tout. Oh, une lueur d'intérêt. Quel genre de travail? Je suis encore en train de le déterminer. J'ai quelques options. Eh bien, ne sois pas trop difficile. Avec un diplôme en sociologie, tu ne peux pas te permettre d'être difficile. La vieille Héloïse se serait défendue. La nouvelle Héloïse dit simplement, je vais y penser. Papa n'appelle pas du tout. Antoine envoie un SMS une fois, tu me manques, Serette. Quand rentres-tu? Je réponds. Anniversaire de mamie. À demain. Pendant ce temps, je réserve un vol sans retour pour Francfort. Départ.
2 jours après la fête de mamie Geneviève. Je ne le dis à personne sauf à mamie. Elle m'appelle tous les soirs, étourdie par la planification. J'ai trouvé le moment parfait, murmure-t-elle. Un soir, juste après avoir coupé le gâteau, je demanderai à tout le monde de partager leurs bonnes nouvelles. Antoine se vantera de son recruteur. Et puis je leur dirai, et puis tu leur diras. Je peux entendre son sourire à travers le téléphone. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Je conduis vers ma ville natale un vendredi soir, 3 semaines après la remise des diplômes. Au lieu d'aller chez mes parents, je m'enregistre dans un motel près de l'autoroute, le genre avec du papier peint écaillé et une cafetière qui crachote comme si elle mourait. Ce n'est pas glamour, mais c'est à moi, mon espace, mes conditions. Maman envoie un SMS vers 19h. Es-tu déjà en ville? Ta chambre est prête. Je réponds. Je reste chez une amie. À demain chez mamie. Elle ne pose pas de questions. Elle ne se soucie probablement pas assez pour le faire. J'étale mes documents sur le lit du motel. Lettre d'acceptation Leonardo, confirmation de poste de recherche à Tübingen, demande de visa allemand, itinéraire de vol sans retour. Demain, tout cela devient public. Mon téléphone sonne. Mamie Geneviève, tu es prête, ma chérie? Je crois que oui. Je suis assise en tailleur sur la couette rugueuse, fixant mon reflet sur l'écran de télévision. Mamie, et s'ils s'en moquent? Et si je leur dis et qu'ils haussent simplement les épaules? Silence. Alors ce n'est pas le point, Héloïse. Alors quel est le point? Le point, c'est que tu sauras. Tu sauras que tu t'es levé, que tu as dit ta vérité et que tu es parti la tête haute. Ce qu'ils feront après cela leur appartient. Elle a raison. J'ai passé 22 ans à attendre que mes parents me voient. Demain. J'arrête d'attendre. À quelle heure dois-je arriver? 14h. Je m'assurerai qu'Antoine se vende d'abord. Cela fera que ton moment atterrira plus fort. Je ris malgré mes nerfs. Tu es sournoise, mamie. J'ai 80 ans. J'ai gagné le droit d'être sournoise. Sa voix s'adoucit. Dors bien, ma chérie. Demain est ton jour. Après que nous raccrochons, je plie les lettres soigneusement, les glisse dans mon sac à main et me couche sur le lit. Demain, j'arrête d'être invisible. Demain, je dis au revoir. Maintenant, je veux faire une pause ici juste un instant parce que les choses sont sur le point de devenir intenses. Je suis curieuse. Que pensez-vous que mes parents feront lorsqu'ils entendront la nouvelle? Laissez un 1 dans les commentaires si vous pensez qu'ils s'excuseront. Laissez un 2 si vous pensez qu'ils se mettront en colère. Et, si vous avez écrit cette histoire avec moi depuis le début, appuyez sur ce bouton d'abonnement, le plus grand moment arrive ensuite. D'accord, retour à l'histoire. La maison de mamie Geneviève se trouve au bout d'une rue tranquille, une modeste maison artisanale avec un porche enveloppant et des jardins. Elle refuse de laisser qui que ce soit d'autre s'en occuper. Aujourd'hui, les voitures bordent l'allée et se répandent sur la pelouse. Au moins 30 personnes sont ici. Tante, oncle, cousins que je n'ai pas vus depuis des années, de vieux amis de mamie de ses jours d'enseignement. Je me gare dans la rue et prends un moment pour me ressaisir. Mon sac à main contient tout. La lettre Leonardo, la confirmation de Tübingen, l'itinéraire de vol, des armes de vérité enveloppées dans du papier à en-tête officiel. Au moment où je franchis la porte, le chaos familial m'engloutit. Héloïse, regarde-toi, tu es devenue grande. Comment se passe la recherche d'emploi, ma chérie? Ta mère dit que tu as du mal. As-tu rencontré la nouvelle petite amie d'Antoine? Elle est adorable. Antoine tient la cour dans le salon, entouré de tantes qui s'accrochent à chacune de ses paroles. Il porte un maillot d'équipe de la Ligue 1. Bien sûr qu'il le fait. Et il gesticule de manière expansive alors qu'il raconte une histoire sur son dernier essai. Le recruteur a dit, « J'ai un réel potentiel », dit-il. Je pourrais envisager une place dans l'équipe d'entraînement d'ici la saison prochaine. Papa se tient derrière lui, la poitrine bombée de fierté. C'est mon garçon, future star, juste là. Je me glisse inaperçu, me dirigeant vers la cuisine où mamie dirige le trafic comme un général commandant des troupes. Ses yeux trouvent les miens immédiatement. Elle me fait le plus petit signe de tête.
Bientôt, articule-t-elle. Je hoche la tête en retour et prends ma position près de l'arrière de la pièce, regardant ma famille orbiter autour d'Antoine comme s'il était le soleil. Maman rit de quelque chose qu'il a dit. Sa main sur son épaule, l'image de la dévotion maternelle. Personne n'a posé de questions sur ma remise de diplôme. Personne n'a posé de questions sur mes plans. C'est bon. Ils apprendront assez tôt. Le gâteau sort. 80 bougies vacillant dans la lumière de l'après-midi. C'est presque l'heure. Nous chantons joyeux anniversaire. Mamie souffle les bougies, les 80 d'une manière ou d'une autre, et la pièce éclate en applaudissements. Puis elle lève la main et le bavardage s'éteint. Merci à tous d'être venus. Sa voix est stable, autoritaire. 30 ans d'enseignement lui ont donné le genre de présence qui exige de l'attention. 80 ans, c'est long à vivre. J'ai vu beaucoup de choses, de bonnes choses, des choses difficiles. Elle fait une pause, balayant la pièce du regard. Aujourd'hui, je veux entendre ma famille. Partagez vos bonnes nouvelles. Laissez une vieille femme se sentir fière de ce qu'elle a construit. Immédiatement, Antoine s'avance. Bien sûr qu'il le fait. Eh bien, mamie, puisque tu le demandes, il sourit tout en confiance et en charme. Je viens d'avoir mon meilleur essai jusqu'à présent. L'entraîneur a dit que je pourrais envisager un contrat avec l'équipe d'entraînement d'ici l'automne. Papa pousse un hurrah. Maman joint les mains. Les proches applaudissent poliment. Mamie hoche la tête. C'est charmant, Antoine. Le travail acharné paie. Elle regarde autour de la pièce à nouveau, son regard se posant sur une tante qui vient d'être promue, un cousin qui attend des jumeaux. Chaque personne partage ses nouvelles, se prélassant dans la lueur de l'approbation familiale. Puis les yeux de mamie trouvent les miens. Héloïse. Sa voix coupe le murmure de la conversation. Ma petite fille aînée. Tu viens d'obtenir ton diplôme universitaire. As-tu des nouvelles à partager avec la famille? La pièce se tourne vers moi. Je sens leurs yeux. Certains curieux, certains indifférents, certains rejetant déjà tout ce que je pourrais dire. Maman se penche vers tante Carole. Elle cherche toujours du travail. Tu sais comment c'est avec ses diplômes en sciences humaines. Je l'entends. Je fais semblant de ne pas l'entendre. Mamie lève la main à nouveau. Laisse Héloïse parler pour elle-même, Sophie. Sa voix a un tranchant que je n'ai jamais entendu auparavant. Vas-y, ma chérie. Dis-leur. Je plonge la main dans mon sac à main et je sors la lettre. Je m'avance, la lettre stable dans mes mains. J'ai des nouvelles. Ma voix ne tremble pas. Je suis surprise par cela. Je voulais la partager avec toute la famille. Je déplie le papier, le tiens pour que tout le monde puisse voir l'entête officielle de la bourse Leonardo. Il y a 3 semaines, le jour de la remise des diplômes, j'ai reçu cette lettre. J'ai été sélectionnée comme boursière Leonardo. Financement complet pour mener des recherches à l'université de Tübingen en Allemagne pendant 2 ans. Silence. Complet. Silence absolu. Puis tante Carole parle en premier. Attendez. Bourse Leonardo. La bourse internationale. Celle qui est impossible à obtenir. Une des 800 choisies dans le monde entier. Je confirme. Sur plus de 10 000 candidats, le montant total de la bourse vaut plus de 100 000 euros. Le murmure commence. Je regarde les visages changer. Confusion, choc, incrédulité. Cousin Marc, qui est allé à l'école de droit, me regarde bouche bée. Oncle Jean est en train de chercher quelque chose sur son téléphone. Sacré, marmonne-t-il. Les boursiers Leonardo comprennent des lauréats du prix Nobel, des érudits. Il est écrit ici que le taux d'acceptation est comme 8%. Le visage de maman est devenu pâle. Papa a l'air d'avoir été giflé. Mamie Geneviève rayonne. Ma brillante petite fille, dis-leur quand tu as reçu cette nouvelle, Héloïse. Je regarde directement mes parents. J'ai reçu cette lettre le jour de la remise des diplômes. Le même jour où vous avez organisé une fête de la Coupe d'Europe au lieu de me regarder recevoir mon diplôme avec les félicitations du jury. Le même jour où j'ai donné le discours du représentant étudiant à 3000 personnes seules. Le silence qui suit est différent, plus lourd.
Les proches regardent mes parents maintenant, leurs expressions passant de l'admiration pour moi à quelque chose d'autre entièrement. Maman ouvre la bouche pour parler. Je continue avant qu'elle ne le puisse. Je ne vous l'ai pas dit parce que je voulais que vous l'entendiez comme cela devant tout le monde afin que vous compreniez enfin. Papa trouve sa voix en premier. Héloïse, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Nous aurions quoi? Ma voix reste calme. Changez vos plans de Coupe d'Europe? Venu à ma remise des diplômes. Je vous ai appelé la nuit avant. Je vous ai dit que je donnais un discours. Maman a raccroché. Les yeux de maman sont humides. Ce n'est pas nous étions occupés. Le recruteur était le recruteur. Je hoche la tête lentement. Le recruteur d'Antoine. Toujours le recruteur d'Antoine. Oncle Jean se déplace inconfortablement. Attendez. Vous n'êtes pas allé à sa remise des diplômes? C'était le dimanche de la Coupe d'Europe. Papa proteste, mais sa voix a perdu son autorité. Nous avions 50 invités. Nous ne pouvions pas simplement annuler. Annuler? Tante Carole coupe. Richard, elle a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. Elle a gagné une bourse Leonardo. Mes enfants tueraient pour ses réalisations. La pièce tourne. Je peux le sentir. La marée d'opinion s'éloigne de mes parents vers moi. 30 Père Dieu voit maintenant ce que j'ai toujours vu. Mamie Geneviève se lève lentement, sa présence faisant taire les murmures croissants. J'ai 80 ans. Sa voix est toujours enveloppée de velours. J'ai regardé cette famille pendant des décennies. Je suis resté silencieuse sur beaucoup de choses. Mais pas aujourd'hui. Elle regarde maman, sa propre fille, avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant. Sophie, tu as choisi un match de football plutôt que la plus grande réalisation de ta fille. Richard, tu as tout versé dans Antoine pendant qu'Héloïse travaillait 3 emplois pour payer sa propre éducation. Elle secoue la tête. Je vous ai mieux élevé que cela. Maman sanglote maintenant. Maman, nous ne savions pas. Vous n'avez pas demandé. Les mots de mamie atterrissent comme des marteaux. C'est le problème. Vous n'avez jamais demandé, et maintenant elle part parce que vous ne méritez pas de la garder ici. La pièce devient complètement immobile. Je prends une inspiration. Il y a une chose de plus qu'ils doivent entendre. Maman se lève de sa chaise, le mascara coulant sur son visage. Héloïse, tu dois comprendre. Nous n'avons jamais voulu te blesser. Nous pensions juste que tu étais toujours si capable. Capable? Je laisse le mot planer dans l'air. Oui, j'étais capable parce que je n'avais pas d'autre choix. Vous vous en êtes assuré. Nous vous aimons tous les deux également, insiste papa. Mais même lui semble entendre à quel point cela sonne creux. Antoine avait juste besoin de plus de soutien. Vraiment? J'incline la tête. Permettez-moi de vous rappeler quelque chose, papa. En 4 ans d'université, vous avez acheté une voiture à Antoine, payé un entraîneur personnel, l'avez fait voler en première classe pour des essais. Vous savez quoi? Vous m'avez donné un appel téléphonique une fois par mois si j'étais chanceuse, demandant quand j'obtiendrais un vrai travail. Tante Carole murmure à oncle Jean. Cousin Marc ne veut pas croiser le regard de mes parents. Vous n'avez jamais demandé ma moyenne. Je ne crie pas. Je n'ai pas besoin de le faire. Vous n'avez jamais posé de questions sur ma thèse. Vous ne saviez pas que j'étais nominé pour la bourse Leonardo parce que vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie du tout. Papa se lève. Maintenant, attendez une minute. Richard. La voix de mamie coupe. Asseyez-vous. Laissez-la finir. Il s'assoit. Je n'ai jamais vu mon père prendre d'ordre de qui que ce soit. Mais en ce moment, devant tout ce qu'il a jamais essayé d'impressionner, il n'a pas le choix. Maman essaie une approche différente. Héloïse, nous pouvons arranger cela. Nous pouvons faire mieux. Tu n'as pas à aller en Allemagne. Reste ici. Laisse-nous nous racheter. Ce n'est pas comme ça que ça marche, maman. Je garde ma voix douce mais ferme. Je ne vous punis pas. Je fais un choix. Pour la première fois de ma vie, je me choisis moi-même. Les mots se déposent sur la pièce comme un verdict.
Maman s'effondre sur sa chaise, les épaules tremblantes. Attendez. La voix d'Antoine coupe la tension. Tout le monde se tourne pour le regarder. L'enfant prodige, le fils préféré. Il est debout maintenant, son visage pâle sous son bronzage athlétique. Pour une fois, il n'a pas l'air confiant. Il a l'air perdu. Héloïse. Il fait un pas vers moi. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas que c'était si grave. Je sais que tu ne savais pas, Antoine. Mais j'aurais dû. Il passe une main dans ses cheveux, agités. J'aurais dû demander. J'aurais dû remarquer. J'étais tellement pris dans mes propres affaires que j'ai supposé que tu allais bien, que tu n'avais besoin de rien. Parce que c'est ce qu'ils t'ont dit, dis-je doucement. C'est ce qu'ils ont dit à tout le monde. Il se tourne vers nos parents et pour la première fois de ma mémoire, il y a de la colère dans sa voix. Est-ce vrai? Avez-vous vraiment sauté sa remise des diplômes pendant que j'étais dans le jardin à jouer au beer pong? Maman ne répond pas. Papa fixe le sol. Mon Dieu. Antoine rit, mais ce n'est pas drôle. J'ai marché en pensant que j'étais la grande histoire de succès. Potentiel d'équipe d'entraînement. Il me fait signe. Elle a gagné une bourse Leonardo sur 10 000 personnes et nous étions en train de griller des saucisses. Antoine, chéri, c'est compliqué. Maman commence. Non, ça ne l'est pas. Il secoue la tête. Ce n'est vraiment pas compliqué du tout. Nous avons laissé tomber. Nous tous. Il me regarde. Serette, je suis désolé. Je ne m'excuse pas pour maman et papa. Ils doivent le faire eux-mêmes. Mais je suis désolé de n'avoir jamais fait attention. Je veux être en colère contre lui. Une partie de moi l'est toujours. Mais il y a un regret sincère dans ses yeux. Et je le reconnais pour ce qu'il est. La première fissure dans le mur. Merci, Antoine. Je dis que cela signifie quelque chose. Cela ne répare pas tout, mais c'est un début. Je plonge la main dans mon sac à main une fois de plus. Il y a une chose de plus. Je sors l'itinéraire de vol imprimé. J'ai acheté mon billet pour l'Allemagne il y a 3 semaines. Allez simple. Je pars dans 2 jours. La tête de maman se redresse. 2 jours, Héloïse? Non, c'est trop tôt. Nous n'avons même pas eu le temps de quoi, maman? Je garde ma voix égale. Parler? Vous avez eu 22 ans pour me parler. Vous avez choisi de ne pas le faire. Papa se lève à nouveau, cette fois avec quelque chose de désespéré sur son visage. Je ne permettrai pas cela. Tu ne peux pas simplement quitter le pays sans quoi, papa? Ta permission. Je ris presque. J'ai 22 ans. J'ai une bourse entièrement financée dans l'une des meilleures universités d'Europe. Je n'ai besoin de votre permission pour rien. Mais tu ne peux pas. Il s'arrête. Réalise qu'il n'a rien à exploiter, pas d'argent dont j'ai besoin, pas de soutien dont je ne peux pas me passer. J'ai construit toute ma vie indépendamment d'eux, et il ne réalise que maintenant ce que cela signifie. Mamie Geneviève se lève de sa chaise. Traverse la pièce et prend ma main. Cette fête était censée parler de moi. Elle regarde autour des invités silencieux. Mais je veux que tout le monde sache que ce moment ici est le meilleur cadeau que j'ai jamais reçu, regardez ma petite fille se défendre. Elle se tourne vers maman, sa propre fille, les larmes aux yeux. Sophie, je t'aime, mais tu as fait des erreurs. De grandes. Maintenant, tu as un choix. Passe les 2 prochains jours à trouver des excuses ou passe-les à essayer de réparer ce qui reste. Maman pleure trop fort pour parler. Je serre la main de mamie et regarde la pièce, les proches, les amis, les témoins de cette reddition de comptes. Je n'abandonne pas cette famille, dis-je clairement. Je choisis simplement d'aller là où je suis valorisé. Papa me coince près de l'embrasure de la cuisine 1 heure plus tard. La fête s'est fracturée en regroupements maladroits. Les proches trouvant des excuses polies pour partir tôt. Mamie tenant la cour avec les quelques-uns qui sont restés. Maman pleurant dans la salle de bain. Héloïse, sa voix est basse, intense. C'est une erreur. L'Europe. Quel genre de carrière est-ce? Qu'en est-il de l'assurance maladie?
Qu'en est-il de j'ai une allocation de recherche, une couverture santé complète et un contrat de 2 ans. Je les énumère sur mes doigts. Mon conseillère m'a déjà connecté avec des réseaux académiques à travers 3 continents. Ma carrière est plus sûre que celle d'Antoine si nous sommes honnêtes. Sa mâchoire se serre. Ne te compare pas à ton frère. Pourquoi pas? Tu l'as fait pendant 22 ans. Il tressaille. Je ne lui ai jamais parlé comme cela. Aucun de nous ne sait quoi en faire. Si tu fais cela, dit-il lentement. Si tu pars comme cela, comme quoi, papa? La tête haute, mes réalisations enfin sur la table? Je veux dire, il cherche ses mots. Si tu pars en colère, cela endommagera cette famille. Est-ce ce que tu veux? Je prends une profonde inspiration. C'est la partie la plus difficile. Rester calme quand chaque cellule de mon corps veut crier. Je ne suis pas en colère, papa. J'ai fini. Il y a une différence. Fini. Fini d'attendre que vous me voyiez. Fini d'espérer que vous changerez. Fini de me rendre plus petite. Pour qu'Antoine puisse se sentir plus grand. Je croise son regard. Je vous souhaite du bien. Vraiment. Mais je ne peux pas continuer à mettre ma vie en attente pour une famille qui n'a jamais fait de place pour moi. Il ouvre la bouche pour répondre. Bouche aussi. Je passe devant lui par la cuisine, sors par la porte arrière dans le jardin de mamie. Les azalées fleurissent. Le soleil se couche. Quelque part à l'intérieur, j'entends ma mère sangloter. Je me sens étrangement en paix. Mamie me trouve dans le jardin alors que les derniers invités filtrent. Elle s'installe sur le banc à côté de moi avec un petit grognement. Ses genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Pendant un long moment, nous restons assis en silence, regardant les lucioles commencer leur danse du soir. Comment te sens-tu? Demande-t-elle finalement. Plus légère. Je suis surprise de réaliser que c'est vrai. Comme si j'avais porté un poids que je ne savais pas avoir, elle hoche la tête. J'en portais un aussi. Le poids de rester silencieuse. Elle se penche et prend ma main. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je les ai regardés te négliger et j'ai trouvé des excuses. Ils veulent bien faire. Antoine a juste besoin d'une attention supplémentaire. J'avais tort. Mamie, laisse-moi finir. Sa prise se resserre. Ce que tu as fait aujourd'hui a demandé plus de courage que j'en ai montré depuis des décennies. Te tenir devant tout le monde, dire ta vérité, cela a demandé du cran. J'ai appris de toi. Elle rit, un son larmoyant. La flatterie vous mènera partout, jeune fille. La porte arrière s'ouvre. Maman se tient là, les yeux rouges, hésitante. Elle fait un pas vers nous, puis s'arrête. Mamie regarde sa fille avec une expression que je ne peux pas tout à fait lire. Sophie, viens ici. Maman s'approche comme une enfant, attendant une punition. Elle s'arrête à quelques mètres, incapable de croiser mon regard. Maman, murmure-t-elle. Je ne sais pas comment réparer cela. Tu commences par admettre ce que tu as fait de mal. La voix de mamie est ferme, mais pas méchante. Pas à moi, à elle. Maman me regarde finalement. Je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant sur son visage. Une honte sincère. Héloïse, je suis tellement désolé. Ce n'est pas assez. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'est un début. Merci de dire cela, maman. Je garde ma voix stable. J'ai besoin de temps. Beaucoup de temps. Elle hoche la tête, pleurant de nouvelles larmes. Du temps. C'est tout ce que je peux offrir en ce moment. 2 jours plus tard, je me tiens à la porte des départs internationaux avec une valise et un bagage à main. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer depuis la fête. 47 appels manqués de maman, 12 de papa, 8 SMS d'Antoine, allant de s'il te plaît appelle-moi à je comprends si tu as besoin d'espace à un simple emoji cœur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le seul message que j'ai ouvert était de mamie Geneviève, envoyé ce matin. Vole en toute sécurité, ma chérie. Le monde t'attend. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. J'ai répondu avec mon propre emoji cœur. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Le tableau des départs clignote.
AF40041 pour Francfort. Embarquement immédiat. Je rassemble mes affaires. Rejoins la file de passagers se dirigeant vers la porte. Autour de moi, les familles se serrent dans leurs bras. Une mère pleure sur l'épaule de son fils. Un père serre la main de sa fille. Formel mais aimant. Mon au revoir a eu lieu il y a 2 jours dans un salon plein de témoins. Il n'y a personne ici pour moi maintenant. Ce n'est pas grave. Je scannais ma carte d'embarquement, marche dans la passerelle, m'installe sur mon siège côté hublot. L'avion est à moitié vide. Un vol en milieu de semaine pour l'Europe n'attire pas les foules. Alors que nous roulons vers la piste, je regarde par la fenêtre le paysage de Bordeaux, plat, familier, le seul foyer que j'ai jamais connu. Quelque part là-dessous, mes parents se réveillent à la réalité que leur fille est partie. Pas morte, pas fâchée pour toujours, juste choisissant un chemin différent. Les moteurs rugissent, le sol s'éloigne. Je regarde la ville rétrécir sous moi. D'abord les autoroutes, puis les banlieues, puis l'éclat lointain du quartier de mes parents, devenant de plus en plus petit jusqu'à ce qu'ils disparaissent entièrement. Je me détourne de la fenêtre, ferme les yeux et respire. Pour la première fois de ma vie, je vole vers quelque chose au lieu de fuir. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, je sors mon ordinateur portable. La cabine est sombre. La plupart des passagers dorment sous de fines couvertures d'avion, mais je ne peux pas me reposer. Mon esprit est trop plein, trop vivant. J'ouvre mon email et compose un message à la professeure Dubois. Cher professeur Dubois, je suis dans l'avion. J'ai réussi. Grâce à vous, je vole vers un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Merci d'avoir vu quelque chose en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Merci pour la nomination, pour l'avoir gardée secrète, pour avoir cru que je méritais une surprise après des années de déception. Je promets de vous rendre fier. Bien à vous, Héloïse. J'appuie sur envoyer, puis je me rassois et regarde l'obscurité à l'extérieur de ma fenêtre. Quelque part en dessous se trouve l'océan Atlantique, vaste et inconnaissable. Quelque part derrière moi se trouve Bordeaux, mes parents, mon frère, mon ancienne vie. Et quelque part devant se trouve l'Allemagne, Tübingen, un poste de recherche, un nouveau départ. Mon téléphone vibre, un dernier message se glissant avant que le mode avion ne s'active complètement. Professeur Dubois, j'ai toujours su que vous le feriez. Maintenant, allez changer le monde. Je souris à l'écran, puis je range mon téléphone. L'hôtesse de l'air tamise davantage les lumières de la cabine. Quelques rangées devant, un bébé pleure brièvement, puis se calme. Les moteurs fredonnent leur berceuse constante. Je pense à mes parents, aux larmes de maman, à la confusion de papa, aux excuses inattendues d'Antoine. Je pense à mamie Geneviève dans son jardin, fière et féroce. Je pense à la fille que j'étais il y a 6 semaines, appelant à la maison pour mendier 2 heures d'attention. Cette fille est partie. À sa place se trouve quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui sait que sa valeur ne dépend pas d'être vu par des gens qui choisissent de ne pas regarder. Le soleil se lève devant nous, peignant les nuages en or. Je le regarde venir et je me permets d'espérer. Si jamais vous vous êtes senti invisible dans votre propre famille, si jamais vous avez été celui qui travaillait 3 emplois pendant que quelqu'un d'autre recevait tout, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un emoji cœur dans les commentaires. Faites-moi savoir que vous êtes là. Et si cette histoire vous a touché de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, une seule histoire peut changer la façon dont nous nous voyons. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon petit appartement à Tübingen. Des papiers étalés sur mon bureau, l'hiver allemand pressant contre ma fenêtre. Ma recherche se passe bien. Mieux que bien. La semaine dernière, mon conseiller a qualifié mes résultats préliminaires d'exceptionnels. Mon téléphone vibre. Une demande d'appel vidéo de maman. Pendant des semaines après mon départ, je n'ai pas répondu à ces appels. J'avais besoin d'espace. Finalement, nous sommes passés au SMS. Bref, poli, prudent. Mais c'est le premier appel vidéo depuis des mois. J'hésite, puis j'accepte. Le visage de maman remplit l'écran. Elle a l'air différente, plus âgée, fatiguée d'une certaine manière. Mais il y a autre chose aussi. Quelque chose que je ne reconnais pas. Héloïse, sa voix s'étrangle.
Merci d'avoir répondu. Salut maman. Je ne te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste... Elle prend une respiration tremblante. Je suis allé en thérapie. Ton père et moi aussi. Je ne réponds pas. Je ne sais pas quoi dire. Le thérapeute m'a aidé à voir les choses. Des schémas, la façon dont nous t'avons traité par rapport à Antoine. J'ai fait des listes de chaque souvenir que je peux me rappeler. Et sa voix se brise. J'ai tellement honte, Héloïse. Je ne le voyais pas à l'époque, mais avec le recul, c'est si clair. Maman, non. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle essuie ses yeux. Je n'appelle pas pour te demander de rentrer à la maison. Je n'appelle pas pour te faire me pardonner. J'avais juste besoin que tu saches. Je le vois maintenant. Ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait. Et je travaille à devenir quelqu'un qui mérite d'être ta mère. Les mots flottent entre nous, traversant un océan. Merci de me dire cela, maman. Es-tu heureuse là-bas? Je regarde autour de mon petit appartement, mes livres, ma recherche, ma nouvelle vie. Je m'en approche. Bien. Elle hoche la tête, les larmes coulant. C'est tout ce que je voulais entendre. 1 an après la remise des diplômes, je suis debout à un podium à Berlin, présentant ma recherche à une conférence internationale, 300 universitaires remplissent l'auditorium. Professeurs de Harvard, d'Oxford, de Tokyo, de Sao Paulo. Ils sont là pour entendre parler de mon travail sur l'inégalité éducative. Mon travail, le mien. Quand je finis, les applaudissements sont tonitruants. Un professeur de Colombie s'approche après, carte de visite à la main. Mademoiselle Dubois, votre recherche est révolutionnaire. Avez-vous envisagé des programmes de doctorat aux États-Unis? Je souris. Je garde mes options ouvertes. Plus tard dans la nuit, j'appelle Mamie Geneviève en vidéo. Son visage illumine l'écran. 81 ans et toujours aussi vive qu'une attaque. Comment c'était, ma chérie? Ils ont adoré, mamie. J'ai eu 3 offres d'emploi et une invitation au doctorat. Elle tape des mains. C'est ma fille. Oh, j'aurais aimé être là. Moi aussi. Ta mère m'a appelé hier, dit-elle avec soin. Demandez comment tu allais. Je sais. Nous parlons parfois maintenant. Pas souvent, mais parfois. Et ton père? C'est plus difficile. Je fais une pause. Il s'est excusé le mois dernier en fait. C'était maladroit et raide et il ne savait clairement pas quoi dire. Mais il a essayé. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Je suis d'accord. Et Antoine, il n'a pas réussi en Ligue 1. Je le dis sans jugement. Il travaille comme entraîneur dans un lycée maintenant. Nous nous envoyons des mèmes parfois. C'est bizarre, mais agréable. Mamie hoche la tête lentement. Les familles sont compliquées. Elles le sont. Mais toi, elle pointe l'écran. Toi, ma chérie, tu prospères. Tu as pris tout ce qu'ils t'ont lancé et tu l'as transformé en elle. Je souris, les larmes me piquent les yeux. J'ai appris des meilleurs, mamie. Absurdité. Elle fait un clin d'œil. Tu as appris de toi-même. Je t'ai juste donné l'allumette. C'est toi qui as allumé le feu. Vous savez, en repensant à tout, je comprends enfin mes parents d'une manière que je ne pouvais pas auparavant. Papa Richard. Il a grandi avec des rêves de gloire en football qui se sont terminés par un genou explosé au lycée. Antoine n'était pas seulement son fils. Antoine était sa seconde chance, son dos au vert, sa preuve que ses rêves n'étaient pas morts. Il a tout versé là-dedans parce qu'il ne pouvait pas faire face à l'alternative. Que parfois les rêves meurent simplement. Maman Sophie a grandi pauvre, vraiment pauvre. Chaque décision qu'elle a prise était filtrée par une question. Est-ce que cela nous maintiendra en sécurité financièrement? Antoine représentait la sécurité, un futur salaire en Ligue 1, un ticket pour sortir de la peur qu'elle portait depuis l'enfance. Aucun d'eux ne voulait me blesser. Ils ne me voyaient tout simplement pas. Parce que me voir aurait signifié remettre en question tout ce qu'ils croyaient sur le succès et la sécurité. Et moi, ma faiblesse était évidente. Je voulais tellement leur approbation que je continuais à me présenter à une table où il n'y avait jamais de place pour moi.
Je me suis rendue plus petite, plus silencieuse, plus facile à ignorer, espérant qu'un jour ils remarqueraient. Ils ne l'ont pas fait. Pas avant que j'arrête d'espérer. Voici ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas attendre que les gens voient votre valeur. Vous devez la voir vous-même. Et parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de vous éloigner. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Elles vous permettent de décider qui a accès à votre vie.